Bonsoir. On va démarrer, ça fera venir les derniers. Bien, bienvenue à notre soirée de lancement. Vous pouvez imaginer que pour nous, c'est un événement, un moment important, puisqu'on travaille sur le projet depuis longtemps. En tout cas, merci de vous être libérés et de partager ce moment avec nous. Pendant une heure à peu près, on va voyager, si je puis dire, sur un certain nombre de sujets autour de l'environnement private equity ou conseil. Et puis ensuite, pas très loin au-dessus, pour ceux qui restent, il y aura à manger et à boire. C'est quand même l'élément le plus important de la soirée. Voilà, donc écoutez, pour commencer, je vous propose une petite devinette, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse une joke. Alors, je ne suis pas certain que ce soit drôle, mais je vais le faire quand même. Si je vous dis, alors il ne faut pas que je me trompe, cutive, cussion ou etc. Parce que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui trouve. Exé, merci. Voilà. Tout ça pour expliquer le nom de Exé, parce que quand on voit les clients, je ne sais pas ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Quand on voit les clients, les personnes qu'on rencontre, souvent on nous demande pourquoi Exé. Alors Exé, parce que c'est d'abord, on a fait travailler une agence qui nous a pris beaucoup d'argent sur le sujet, certainement pour utiliser ChatGPT, parce qu'après on a fait la même requête et on a trouvé. Et comme ça on est baptisé, et aussi parce que on trouvait que exécutif, execution en anglais, ça faisait pas mal par rapport à ce que l'on veut faire. Voilà, donc moi je m'appelle Éric Dodin, je suis un des associés et fondateurs de l'entreprise. J'ai 59 ans, j'ai travaillé pour des entreprises détenues par des fonds d'investissement, et c'est finalement à mon grand âge mon premier projet entrepreneurial, donc grand coup de jeune que je suis ravi de partager avec vous. Alors, Exé, qu'est-ce que c'est? Exé, c'est une boutique, un cabinet de conseil opérationnel dans l'écosystème des fonds, avec pour clients et pour principaux interlocuteurs, les fonds d'investissement évidemment, des fonds private et VC growth, des family office, les participations, qui sont probablement finalement les principaux pourvoyeurs de business en direct. Et puis, on discute avec des banques d'affaires, avec des cabinets de conseil pour regarder ce que l'on pourrait faire, puisque vous allez le voir ce soir, ou vous allez le sentir, Exé est une entreprise en construction, au sens que c'est une entreprise construite comme une société de conseil sur les hommes et les femmes qui la composent. Et on va voir comment tout ça se répond par rapport au marché. Alors, notre vision pour Exé, elle est assez simple. Comme on a, parmi les fondateurs, on a quand même tous pas mal de bouteilles, on s'est dit que ça serait pas mal d'amener de la sérénité et de la robustesse dans l'atteinte ou dans l'accompagnement de la performance de nos clients. Et cette vision-là de robustesse et de sérénité, eh bien, je pense qu'on l'apporte, et c'est celle que l'on veut apporter à travers nos valeurs personnelles, bien évidemment, in fine, pour impacter les résultats des entreprises. Je ne vais pas vous faire tout un laïus sur le sujet. On pourrait se comparer à des operating partners. Les operating partners, vous le savez, il y a une étude récente d'Alvarez et Marsal, pour ceux qui l'ont eu, qui montre que, globalement, quand des operating partners interviennent dans une participation, on a un EBITDA qui augmente de 40%. C'est le genre de propos qui fait rêver, mais enfin, il faut aussi l'entendre. Et on a, en règle générale, 2 fois moins de deals non favorables. Donc, ils prennent un TRI de 20% lorsqu'il y a une intervention d'operating partner. Alors, on s'assimile un peu à des operating partners externes, sachant qu'il y a un mouvement en ce moment très fort sur l'embauche et prendre des operating partners en salariés. Environ, je crois, 50% des privates en France ont des operating partners salariés. Et nous, on s'est dit qu'on était operating partner, mais quand même que ça dépendait beaucoup de nous, individuellement ou collectivement, donc, et de l'écosystème que l'on crée. Donc, on s'est baptisé operating leader, ce qui est à peu près la même chose, mais en insistant sur l'aspect humain. Donc, à quel moment on intervient? On intervient sur des moments forcément bien précis qu'on a coutume d'appeler les moments de souffle. Une entreprise, c'est un organisme vivant, on sait tous comment ça marche.
Et il peut y avoir des essoufflements, essoufflement du dirigeant, essoufflement des équipes dirigeantes, essoufflement des business models, essoufflement du cash, essoufflement de tas de choses comme ça. Et ce sont des moments où il est important que le dirigeant ou les investisseurs puissent faire intervenir tel ou tel expert ou tel senior pour accompagner les équipes. Et puis, il y a les autres moments de souffle qui sont les moments où l'entreprise va bien. Et là, du souffle, pour ceux qui font du sport, quand on a un bon souffle, bah, c'est le moment où on peut un peu accélérer. Et là aussi, il y a matière à accompagner, notamment sur des opérations de croissance externe ou des opérations de structuration de la croissance, notamment post-deal, puisqu'on sait très bien que si on prend une participation d'un fonds, que ce soit une petite, une moyenne, une grande, le post-deal est toujours le moment où le dirigeant est un peu fragilisé et espère un petit peu. J'ai connu ça, j'ai connu ce moment-là et j'aurais bien aimé à ce moment-là être épaulé. Donc voilà les moments auxquels on intervient dans 3 grands secteurs, services financiers, services B2B et mobilité, voilà, qui sont en fait les secteurs dans lesquels l'équipe d'associés a travaillé. Le type de mission, il est pour le moment complètement le miroir des clients. On a une dizaine de missions en cours, une entreprise qui a 4 mois. On est plutôt content de ça. Ce sont des missions qui peuvent être soit du positionnement stratégique sur des participations qu'ils ont essoufflées, pour le coup, hein, repositionnement, ou alors des accélérations de chaînes commerciales en B2B, ou alors des opérations de croissance externe. Voilà les opérations sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Donc voilà, en gros, ce qu'est Exé. Encore une fois, on démarre et on espère bien, au fur et à mesure, faire grandir notre écosystème. Notre ambition, c'est d'être une boutique de référence. On a des objectifs à 3 ans qu'il faut qu'on partage avec notre actionnaire de tête et tous ensemble pour s'assurer que nos objectifs sont cohérents. Mais on veut clairement être une boutique de référence avec notre identité. Il y a de la place. Et il y a de la place dans le milieu des participations, clairement, pour les accompagner. Alors, on ne fait pas tout ça tout seul. Exé, c'est une équipe, évidemment. C'est un écosystème qu'on va vous représenter tout à l'heure avec, évidemment, tous les services et toutes les ressources de Grant Alexander, qu'Henri va vous représenter tout à l'heure, hein, qui est notre actionnaire de tête. Et puis, un réseau d'experts qu'on appelle Preferred Partners, sur lequel on va revenir. Auparavant, je voudrais vous présenter l'équipe, l'ensemble des associés et notre chief of staff, peut-être, notre petit jeune, si tu veux être le premier à venir. Il faut l'applaudir, il est encore étudiant. Frédéric, Christophe et Alexandre, si vous voulez venir vous présenter. Et Frédéric, si tu peux éviter de te mettre à côté de moi. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour à tous, Frédéric Fléjou. En 2 mots, je suis assureur je dirais, d'expérience. J'ai passé une 20aine d'années dans le groupe AXA comme CFO, puis comme CIO dans de nombreux pays, on va dire, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Europe du Sud ou dans le Middle East. J'ai quitté AXA il y a quelques années. J'ai repris une compagnie de biotechnologie que j'ai vendue maintenant il y a à peu près 1 an et demi, qui était spécialisée dans les tests en oncologie. Et j'ai rencontré Eric et Henri qui m'ont proposé de les rejoindre dans cette aventure. Et donc, ça m'apparaissait intéressant, qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et voilà en quelques mots. J'ai déjà un micro. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Christophe Debeuil. Alors moi, c'est un petit peu différent parce que je suis historiquement plutôt au sein du groupe Grant Alexander parce que je dirige l'activité Grant Alexander Digital and Technology, donc qui est plutôt spécialisé sur le recrutement de C-level au sein des participations des fonds. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec l'écosystème des fonds depuis pas mal d'années. Moi j'ai 15 ans de chasse voilà, dans différents cabinets, Grant Alexander, un grand cabinet également américain bien connu, sur lequel j'étais très positionné sur de l'executive search à l'échelle européenne, donc dans le monde du software, dans le monde de la transformation. Et puis toujours ce fil rouge autour du C-level dans les participations et souvent de pair avec les fonds. Donc c'est vrai que ça me paraissait assez évident comme type de synergie avec Exé, puisqu'on adresse évidemment les mêmes cibles, les mêmes clients et puis bien souvent les mêmes problématiques parce que le recrutement et le type de conseil que propose Exé effectivement est très complémentaire. Voilà.
Donc je vais enchaîner. Donc Alexandre Espal, ravi d'être avec vous ce soir. 10 ans dans le monde corporate, retail, banque, assurance. Et puis 9 ans dans le monde de l'entrepreneuriat autour de la surtech principalement. Donc voilà, j'en dirai pas plus et je laisse la parole et le bâton de parole à mes camarades. Ouais, bonsoir, Dominique Brosse. Je suis beaucoup plus jeune qu'Éric puisque j'ai 58 ans. Et donc, moi, j'ai fait différentes fonctions de directeur commercial, directeur des achats dans des grands groupes. Et depuis 10 ans, je suis entrepreneur et j'accompagne les patrons de PME pour améliorer leur EBITDA de façon assez rapide. Et bonsoir à tous, Félix Vidal, je suis donc Chief of Staff chez Exe et avant ça je travaillais dans une start-up, dans du SaaS B2B et j'ai également travaillé en Australie dans du retail dans le milieu de l'outdoor. Voilà. Voilà, donc comme vous le voyez, une équipe extrêmement mixte et diverse. C'est un sujet dont on va parler ce soir. Et en tout cas, une équipe, on a 3 mots-clés qui, je pense, font le lien entre nous tous. C'est l'expérience. On est expérimenté, on a des expertises et on a une capacité à transmettre. Ce qui, je pense, est clé dans ces métiers, que ce soit nos métiers, on a aussi nos collègues ici du management de transition. On est un peu tous dans des situations où on est face à des équipes de dirigeants ou des actionnaires ou des investisseurs qui sont sous tension. Et je pense qu'au-delà des expertises, des expériences que l'on peut avoir, la capacité à créer un environnement, comme je le disais, serein, est probablement la condition préalable à créer un résultat robuste, qui est quand même un peu ce qu'on cherche, parce que les coûts, on voit bien que les coûts, ça coûte à la fin. C'était une grande phrase d'un de CVC dans un board. Voilà, je vous remercie. Pour terminer, une petite chose, donc dans cette soirée, on va parler effectivement diversité, mixité, qui est une chose qui nous tient à cœur et qui dans le chemin d'Exe, va prendre un peu plus forme qu'aujourd'hui, parce que les réseaux, l'histoire a fait qu'effectivement, on se retrouve un peu entre hommes en ce moment. Et c'est quelque chose qui est important, comme on parlera aussi d'un engagement de l'entreprise auprès de populations d'entrepreneurs particulières et que l'on va soutenir. I hope, Heda, you got everything. On aura une table ronde en anglais tout à l'heure, especially about diversity and so on, and inclusion. Voilà pour cette introduction. Encore une fois, merci. Je vais appeler maintenant Henri Vidalinck, le président, directeur général de Grand Alexander. Ouais. Écoute, reste avec moi. Eric, tu as très très bien commencé. Je suis content de t'avoir à mes côtés. C'est un plaisir, Eric. Je le connais depuis quelques années. On s'était dit quand même un jour qu'on ferait un truc ensemble. Le moment est venu. J'en suis vraiment ravi. Moi, j'ai repris cette société en 2014, Grand Alexander. Au départ, on est un cabinet de recrutement et progressivement, on s'est développé. Comme tout chef d'entreprise, moi, je recherche de la croissance. Et dans mon métier, il a fallu que je cherche de la diversification parce que la chasse, c'est très très bien. Mais on sait tous que c'est cyclique. Donc on a cherché des opportunités de business contracyclique. Le management de transition, c'est un premier en 2016. Alban est là avec son équipe. Et ensuite, on s'est lancé dans la création et le développement d'activités de conseil. Alors, conseil en développement du leadership, conseil en accompagnement et transformation, et donc désormais conseil opérationnel. Conseil opérationnel qui va nous permettre de nous rapprocher d'une clientèle ou d'acteurs qui sont extrêmement importants pour nous, les fonds. Christophe faisait allusion il y a 2 minutes au sujet. Et de proposer l'ensemble de nos solutions. Donc de venir avec une offre globale et ainsi d'amener de l'attraction sur tous nos métiers, sur toutes nos solutions. Voilà, donc on compte bien sur Exe pour tirer la croissance du groupe, mon cher Eric. Hein. Là, tu as une sacrée responsabilité. Voilà. Bon, dans le même temps, on va demander quand même aux équipes de Grand Alexander de donner un coup de main, quand même. Hein. On ne va pas se contenter de se faire tirer. Il va falloir qu'ils poussent un peu aussi. Hein. Je fais bien de le rappeler parce que ça allait sortir tout de suite. C'est important, oui, je savais, je te connais. Et donc, on va leur demander, évidemment, au moins d'ouvrir leur portefeuille de clients. Leur porte-monnaie peut-être, mais leur portefeuille de clients déjà dans un premier temps. Donc tout ça doit se faire en bonne synergie. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que chez Grand Alexander, on a constitué une plateforme avec des équipes marketing, communication, RH, finance, et on est en capacité d'accompagner de façon organique
ce type d'opération. Et ça, j'en suis très heureux. Voilà, donc on a un système qui permet d'associer les hommes et les femmes clés. J'espère que rapidement, on aura des femmes clés dans l'entreprise. Voilà. Pour terminer, il n'y a pas d'aventure entrepreneuriale sans une belle aventure humaine. Et moi, je suis particulièrement content et fier de t'avoir à mes côtés. Je suis très impressionné par ton parcours opérationnel et je sais ô combien tu sauras mettre cette expérience et cette expertise au service de tes clients. Tu as su t'entourer. Félicitations, mon cher Eric, ça commence très bien. J'ai vu les premiers règlements arriver. Je suis très confiant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Merci Henri. Voilà. Pour la joke, c'est vrai que passer de grosses entreprises, comme on a tous dirigé, à une entreprise, on se rend compte que 1 000 € qui ne rentrent pas, ça ne permet pas de faire le truc qu'on avait prévu. C'est aussi une bonne expérience à partager avec les clients. Voilà, en tout cas, merci Henri, parce que effectivement, Grand Alexander est l'actionnaire de tête de Exé. On en est très content, ça a beaucoup de sens, on vous l'a dit. Et puis, au-delà de ça, on partage de vraies valeurs. On va parler tout à l'heure aussi d'ESG, d'impact, qui sont des choses qui nous relient. Voilà, je vous remercie. Et puis, j'appelle Alexandre qui va prendre la suite pour les 2 interventions qu'on a prévues ce soir. Merci. Alors, sur le menu de la soirée, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose comme question. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va commencer par une intervention du coup de Benjamin, et ensuite, on va avoir une table ronde sur diversité et inclusion. Alors, sur la table ronde de Benjamin, déjà, 30 secondes sur Benjamin. Profil totalement, je trouve, hors norme dans le monde du private equity. Homme d'entreprise. Homme d'entreprise qui a été aussi opérationnel, qui a repris ses études, qui ensuite est devenu professeur en private equity, qui aujourd'hui est une des références sur le secteur et qui a une vision internationale. Et donc, on lui a dit, il faut faire quelque chose d'original. Donc, il va nous faire une présentation extrêmement technique sur la macroéconomie avec uniquement des formules mathématiques pour les 15 prochaines minutes. Merci Benjamin. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors rassurez-vous, les sorties de secours sont vers là. Hein, si jamais vous voulez fuir, non mais plus sérieusement, je vais parler de 3 sujets essentiellement. Donc effectivement un peu le contexte, ce que j'appellerais un peu global en private equity. Je me focaliserai ensuite un peu sur le contexte français aussi quand même. Ensuite, évidemment, ceci est la soirée d'inauguration d'Exé, donc on va parler aussi operating partner, qui est une fonction qui est en train de trouver ses vraies lettres de noblesse, et c'est une excellente chose. Et je terminerai ensuite par un petit sujet sur 2 choses qui me tiennent à cœur. C'est d'une part la création de valeur, mais aussi le partage de la valeur. Donc là, on est un point aussi dans le ESG en fait. Et aussi sur le poids de l'ESG dans le private equity. Et là, c'est assez intéressant parce que je ferai le parallèle un peu entre les USA et la France, par exemple. OK. Alors, je vais commencer cette intervention par étant un peu pessimiste, mais ne vous inquiétez pas, ça va être optimiste ensuite. Hein. Parce que je pense que vous doutez bien que l'ambiance actuellement dans les fonds de PE, elle est assez morose quand même. Hein. C'est... Imaginons, rembobiner le film où vous êtes en 2020, vous avez le Covid, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez le retour de l'inflation, vous avez la restriction des accès au financement, le remontée du coût de la dette, la baisse des multiples. Bref, un peu compliqué tout ça quand même. Hein. Et en fait, c'est un point qui est assez intéressant, c'est que pour beaucoup de dirigeants de fonds, que ça soit un peu large cap, même mid ou small cap, il y a eu une espèce de période dorée qui est 2010-2020, où l'argent était pratiquement gratuit, où lever de la dette était extrêmement facile, hein, et où les multiples de valorisation ne faisaient un peu que monter d'une année à l'autre.
Et donc, pour parler un peu crûment, où c'était des moments où pour atteindre les objectifs de TRI, c'était pas non plus très très compliqué. Bon, là, cette période-là est terminée, mais un point qui est extrêmement important, c'est que les fonds de private equity, ils en ont quand même vu d'autres, hein, pour parler un peu crûment. C'est une classe d'actifs qui est relativement ancienne, en fait. Hein. Vous allez aux USA, hein, des gens comme KKR, que vous connaissez tous, ils ont été créés au milieu des années 70, en fait. Hein. Le premier fonds français, il a été créé au milieu des années 80. Et donc, dit autrement, des crises, ils en ont vu d'autres, en fait. Hein. OK. Et donc là, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on est dans un moment où, en fait, pour atteindre les objectifs de TRI que les LPs attendent, ben, l'ingénierie financière ne suffit pas. Dit autrement, le levier tout seul n'est plus suffisant. Et donc, c'est quelque chose qui est, pour moi, une extrêmement bonne chose. C'est qu'en fait, la création de valeur est redevenue au centre, tout simplement, des préoccupations des fonds de private equity. Alors, le rôle des operating partners, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que le private equity, comme je disais, c'est assez ancien. Les operating partners, c'est plus récent quand même. Aux USA, ça a commencé au début des années 2000. Début des années 2000, bulle Internet, on va dire là, là un peu, comme vous doutez bien, pas mal de fonds ont été impactés. Et donc ils se sont dit, oui, non mais en fait, là, il faut vraiment réussir à augmenter la valeur de nos participations, tout simplement pour les revendre plus cher que ce qu'on a payé en fait. Ni plus ni moins. Le deuxième coup d'accélération qui a fait que ça s'est très très fortement démocratisé aux US, parce qu'avant c'était encore un peu marginal, c'est crise financière. Là pour le coup, après la crise financière de 2008, là pour le coup, tous les fonds s'y sont mis. Vous avez des très très grands gérants de fonds, par exemple quelqu'un que vous connaissez tous, Steven Schwarzman, le fondateur de Blackstone. Lui, il vous dirait en fait le private equity, c'est pas compliqué, entre guillemets en italique avec humour. C'est acheter une boîte, mettre les bonnes personnes aux bons endroits qui font les bonnes choses, et ensuite revendre la boîte. C'est-à-dire, dit autrement, si jamais vous n'avez pas réussi à développer de la valeur, et je reviendrai ensuite sur ce que c'est que la création de valeur dans un fonds, la vendre à un multiple plus élevé et à un EBITDA plus élevé que ce que vous l'avez acheté, c'est un peu compliqué quand même. Alors, en France, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en général, le mouvement France-USA se fait à peu près avec 10 ans de retard. C'est-à-dire, dit autrement, ce qui arrive aux US arrive en France à peu près avec une décennie de décalage. Donc, pour parler un peu crûment, ça a commencé les operating partners maintenant en France au début des années 2010. Et ça s'est fortement accéléré, comme vous doutez bien, avec le moment du Covid, où là, pour le coup, il y a même des operating partners qui ont été, on va dire, embauchés en urgence, histoire de faire pompier dans les participations, en fait, pour parler un peu crûment. OK. Alors, la création de valeur, qu'est-ce que c'est? Là, rappelez-vous, l'objectif d'un fonds d'investissement, l'objectif premier en théorie, c'est de délivrer du TRI à ses investisseurs, en fait. Donc là, l'objectif, on va dire un peu classique, c'était de faire du 15% net. Comme je disais auparavant, avant, c'était pas trop compliqué. Maintenant, ça allait beaucoup plus. Et donc, les différents leviers de création de valeur, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont extrêmement multiples. Donc, dit autrement, chaque operating partner a un peu sa spécialité, en fait. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez développer le chiffre d'affaires. Et donc, vous avez des operating partners experts en développement commercial, développement marketing. Vous pouvez aussi avoir un rôle un peu de conseil en fusion-acquisition dans tout ce qui est build-up, par exemple. Donc là, vous avez des operating partners plutôt avec des profils banquiers d'affaires, par exemple.
Vous avez des operating partners spécialisés dans tout ce qui est réduction des coûts, ou optimisation des process, ou automatisation et digitalisation, avec l'IA ou autre, par exemple. Donc en gros, c'est ça qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous avez maintenant un panel d'operating partners en France qui est assez diversifié en fait. Et c'est ça qui est, si vous voulez mon opinion, une extrêmement bonne nouvelle, c'est que ça permet aussi à chaque fonds de se distinguer, d'avoir vraiment une stratégie de création de valeur vraiment très ciblée en fait. Alors, rappelez-vous, je parlais aussi de partage de la valeur. Donc, je suis aussi en lien avec France Invest, que vous devez probablement connaître, qui est aussi l'association professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs du private equity en France. Et un sujet qui vient en parallèle de cette création de valeur, c'est le sujet de partage de la valeur. Partage avec qui, notamment? Les salariés, en fait. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est que l'alignement des intérêts entre l'équipe de direction et le fonds, donc qu'on appelle communément par exemple le management package, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du private equity. C'est-à-dire dès le tout premier LBO des années 70, il y avait déjà les management packages. Et pourquoi? Parce que les fonds de private equity se sont dit, de manière très très simple, vous voulez que l'équipe de direction agisse dans l'intérêt du fonds et donc des actionnaires, c'est très simple, autant faire en sorte que le management soit actionnaire en fait. Ni plus ni moins. Là, ces dernières années, cette logique s'est développée, mais au-delà des dirigeants en fait. Même auprès des salariés ou autres. Donc, ça, en France, évidemment, vous avez les mécanismes d'intéressement, de participation ou autres. Mais quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que ça s'est très très développé aux USA aussi. C'est-à-dire vous avez des acteurs comme KKR ou Blackstone, par exemple, qui mettent maintenant en place des mécanismes de partage de la valeur auprès de l'ensemble des salariés, pour une raison très très simple, c'est que quand les salariés sont incentivés au résultat, bizarrement, le plan de création de valeur, il se passe mieux, en fait. Ni plus ni moins. Donc, KKR, ils avaient fait une jolie étude où ils avaient comparé avec et sans package, si vous voulez. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Mais là où le rôle des operating partners est fondamental, c'est qu'encore une fois, pour partager le gâteau, il faut le faire grossir aussi. Donc, c'est un peu le piège qu'on pourrait avoir, c'est de mettre en place des mécanismes de partage de la valeur sans qu'il y ait création de valeur, en fait. Dans ce cas-là, vous allez faire que des déçus. OK. Donc, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le rôle du private equity dans ce que j'appellerais un peu la thématique ESG. Bon, alors pour le coup, là, il y a ce que j'appellerais une différence des deux côtés de l'Atlantique. Bon, je pense que vous n'allez pas être surpris si je vous dis que aux États-Unis, depuis notamment quelques mois, l'ESG revient un peu en arrière malheureusement. Et vous savez, les Américains, pour bien les connaître, ils sont très opportunistes. Et donc, clairement, le souci, c'est que un fonds américain ou autre ne fera de l'ESG que si ça fait un TRI supérieur, en fait. Ni plus ni moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. À savoir, on peut faire de l'ESG et avoir un TRI supérieur. Mais ce qui est important, si vous voulez mon opinion, c'est que dans ce cas-là,
l'ESG doit carrément faire partie de la stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, moi, vous savez, financier de base, ce qui m'intéresse, c'est comme disait monsieur, c'est la croissance, la rentabilité, le risque. C'est-à-dire, dit autrement, vous voulez vendre la boîte à un prix supérieur auquel vous l'avez acheté, ben, il faut développer sa croissance, développer sa rentabilité et la dérisquer en fait. Donc là, vous avez effectivement des stratégies qui permettent d'atteindre ça tout en faisant ce qu'on appelle, nous en Europe, mais aussi aux US pour les quelques-uns qui continuent à se battre, de l'impact tout simplement. Et donc un point qui est extrêmement important, c'est que je pense que nous sommes à un moment un peu charnière sur cette question d'ESG dans le pays, parce qu'on va voir, à mon avis, dans les prochaines années, une distinction entre ce que j'appellerais les fonds qui sont, allez, on va dire, authentiques dans leur impact, et les fonds qui sont un peu dans le washing, pour parler un peu crûment. OK ? Alors, pour terminer, et pour mettre du positif dans tout ça quand même, clairement, là je reviens de quelques jours à Londres, j'ai rencontré plusieurs fonds d'investissement, large cap ou autres. Bon, clairement, la réponse de tout le monde, c'était alors vous inquiétez pas, ok, le contexte macroéconomique ou autre, il est pas terrible, mais entre nous, on en a vu d'autres quand même. C'est-à-dire, vous regardez les crises financières tous les 10 ans à peu près. Et clairement, le private equity, c'est une stratégie qui est de très long terme. On raisonne sur des 5-6 ans ou plus. Donc là, pour le moment, le marché est en train de gentiment repartir. Les operating partners, donc là, Eric a mentionné l'étude de France Invest avec Alvarez et Marsal. Il y en a eu 2 en fait. Il y en a eu 2 qui ont été faits limite avec 1 an d'écart, je crois, c'est ça, quelque chose comme ça. Où vous voyez que rien que sur 1 an, le nombre d'operating partners, il a cru pratiquement de 20 ou 30% en fait. C'est-à-dire, dit autrement, maintenant, tous les fonds commencent à avoir conscience de ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les fonds, même entre guillemets les petits fonds, vous avez maintenant des fonds qui font 100 millions qui ont des operating partners en fait. C'est-à-dire, autant avant, c'était limité à, on va dire, les gros géants. Là, maintenant, ça s'est démocratisé. Et clairement, pour 2 raisons, si vous voulez mon opinion, c'est que, 1, c'est devenu un avantage compétitif pour les levées de fonds. C'est-à-dire, maintenant, vous avez les LPs qui carrément demandent qui sont les operating partners du fonds, en fait. Et pourquoi ? Ils se sont très bien compris que la création de valeur nécessite de l'expertise et qu'en gros, il n'y a que cette création de valeur qui permet d'atteindre le TRI que eux ils attendent en fait. Et le deuxième point, c'est que les fonds ont aussi compris, et donc c'est là où votre positionnement est aussi extrêmement intéressant, c'est que c'est une affaire de spécialistes. Et surtout, c'est une affaire qui permet de se différencier, en fait. Vous avez des operating partners et donc des fonds qui sont spécialisés dans le développement commercial. Vous avez des operating partners et des fonds qui sont spécialisés plutôt dans la digitalisation ou le déploiement de l'IA dans les organisations, par exemple, dans la rationalisation de la supply chain. Avec général, chaque fonds, même les gros, ils ont, on va dire, des lignes de création de valeur qui sont très spécifiques. Un KKR ne fait pas pareil qu'un Blackstone, par exemple. C'est-à-dire chacun a un peu sa spécificité. Et donc ça, c'est extrêmement bénéfique pour moi à l'écosystème. Parce que quelque chose qui est très important, c'est que la création de valeur, ok, c'est fait du TRI, on est content. Moi, je suis le financier de base. Mais aussi, ça développe les entreprises, en fait. C'est-à-dire là, pour le coup, le fonds va revendre une entreprise qui sera plus performante, qui sera plus grosse,
qui sera avec des process, on va dire, plus fiabilisés, et ainsi de suite. Donc, je voulais terminer cette petite intervention en disant que je souhaite le plus grand succès à Eric et ses équipes, en espérant effectivement qu'ils contribuent de manière positive au développement du monde des operating partners en France, monde qui est encore assez petit quand on compare de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, il vaut mieux commencer quelque part. Et là, honnêtement, vous voulez mon opinion, c'est le bon moment en fait. Donc merci à tous. Merci beaucoup Benjamin. Il y aura la possibilité évidemment de poser des questions tout à l'heure pendant la période de cocktail. So now we'll switch in English for the roundtable on inclusion and diversity. So Eda, Marie-Capucine, the floor is yours. So before jumping, you want some? You need some water? That's fine. So maybe before starting the hard questions, a quick presentation of yourself, Hedda. Hi everyone, my name is Hedda Bovard Olson. I'm the CEO and one of the co-founders of Lassi. We do insurance for cats and dogs. I'm based in Stockholm, but we are live in Sweden, Germany, and since May now also in France. So we also have now an office in Paris. Marie-Capucine. Hi everyone, I'm Marie-Capucine Lemaitet. I'm a partner at Ring Capital and I'm also the co-founder of PALM, an organization dedicated to the promotion of mixity and gender equality in the corporate world. Thanks a lot. So in order to have a very positive energy and vibes, so what have been your greatest achievements, Hedda? I think for me it's been such a journey from originally having the idea to start Lassi to now looking back. We're live in 3 markets, 60 employees. We raised more than 40 million euros. And I think if I knew this a couple of years ago, I think I would be very proud. So it's fun to sometimes look back on your achievements. Of course, you always want to push forward, but it's also fun to actually look back and be a bit proud of what you accomplished, and especially getting the love from lots of consumers that they're really appreciating what we're building. So I think in summary, really having the vision and then deciding I'm going to do this and then follow the plan and executing it. That's, I think, something that I would consider the main achievement. Thanks a lot, and very impressive for the execution. And Marie-Capucine, what about you in terms of challenges and achievements on your side? Well, I joined Ring Capital 7 years ago when the two co-founders raised the first fund and created the management company. I think 7 years later, we managed nearly 500 million euros. We try to be quite advanced in impact investing. You were talking about that, and I thank you for that. In a way to show that indeed you can combine business performance and impact performance and contribute to solving the great challenges we are facing, both environmentally and socially. I mean, we can pretend they don't exist, but it will be difficult at some point. So I think we definitely need to work on that. And yeah, 7 years later, we are just a drop in the private equity ocean, but bigger than 7 years ago. And yeah, when I take a look at the team, we're now 20. I think it's I'm proud of being part of this team. Yeah, and in terms of business and performance in relations to diversity and inclusion, how do you measure it? So, well, diversity and inclusion, that's a huge issue. And it's really difficult to take a look at it entirely. There are 2 things. There are in the business we invest in. One of the theses of our fund is to invest in companies that are capable to provide accessibility to a lot of services and thus inclusion, to have population that are far from employment, from care, from education, to give them this. So
in the investment thesis, we can work with this company and help them grow. And on the other side, as an investor, we do have a role to play in the companies we invest in to help them deal with this diversity and inclusion. And once again, it's not very popular on the other side of the Atlantic since a few weeks, but it keeps being a very interesting challenge to create value. And this is where we can stand, helping the company understand where they can create value by being more inclusive. Thanks a lot. So, Eda, you started Lassi. It was the DNA diversity was clearly at the beginning of the story. So how did you do that? Was it something conscious, or was it something that happened like that, in fact? I think we didn't actually think about it when we started. I came more from the business side. I knew I wanted someone who knew insurance, so I met Sophie. Wanted someone who knew tech and product, which was Johan. So the three of us were already quite a diverse team from the start, which wasn't something I had as a criteria. It kind of just happened. And I think if you start pretty diverse, then you probably, we at least experienced that we attracted a diverse talent pool. So we are pretty diverse as a team. Our board, we have a mix of ages, ethnicities, genders. So I think sometimes it's easier to start diverse because then it naturally, people have friends, they have networks, and then you continue to build on that. So for us, it became pretty natural given the way our co-founding team was created. Thanks a lot for this feedback, because it's something very inspiring when you're telling that. And Marie-Capucine, you have founded Palm. You were talking about it, about entrepreneurship in technology innovation. A few words about Palm and your ambitions? Yeah. Basically, there is, and I think we can see that tonight, unfortunately, but there is a lack of mixity in our ecosystem. And it's not a bad thing, but it is a fact. And if we believe in the virtue of gender diversity, then we need to work actively on that. Because if you have the intentionality to work on that, if you see the figures, because when you're an investor, you have the chance to take a look at a portfolio of, I don't know, 10, 20, 50 companies, and then you start seeing the figures, what are the trends outside of your little environment. And so, intentionality, measure, and action. Concretely, how can you work on that? And this is the idea of Palm, working with the company on two levels, which are the promotion of the leadership of the women. When you are a minority in your companies, it's a bit harder to express your leadership. So how do you actually promote the leadership from the women? And on the other side, working with the executive team, either female or male, to help them understand what is at stake when talking about gender diversity. And it's about recruitment, it's about the way your organization works, it's about the link you have with your clients, with your suppliers, all the impact it has. And we are definitely working on that on a very positive way. But I think if you don't have the intentionality, the measure, and the idea of really be active on diversity, you won't go anywhere. And a lot of investment funds are working a lot on the measure part because the LPs are asking for that, so we don't really have a choice. And Palm, the way we wanted to build it is a tool to really go beyond measure and work actively and positively, actually, on mixity in companies. Thanks a lot. So now we start a very tough exercise. Ping-pong questions. So, for both of you, what are your changes for 2025? So for 2025, definitely want to penetrate the French market even more and grow more in our tech and area and work even more with AI. We already do it, but work even more. Same question? Find good deals, because it's actually my job. And as you said, the environment is not the best, so find good deals and create value in the portfolio. Yeah, very pragmatic. 3 actions or ideas to promote diversity and inclusion that you could have and propose.
3 actions. I think sometimes don't overthink it. Just do it. Start good from scratch. You can join Palm. Actually, it's a very nice program to bring Mixity, either you're an investment fund or a company. I think that's a good idea. And the inspiration message, what is the key word or the message you want to convey to the audience tonight? I think there is a lot of difference between the way we see the Mixity issue when you are an investment fund, recruiting company, and when you are an entrepreneur. And you will tell us if you tell me if I'm correct or not. But as an entrepreneur, you bear the weight of actually, I have to work on Mixity. It's very, but I have also to work on my growth and on EBITDA and everything. I think we together and all the stakeholders have a role to play to promote, once again, if you believe in that and in the virtue of that, to promote diversity and to help entrepreneurs work on that. So I'm talking also because we are here with a lot of recruiters. Recruitment is a key to change things in companies. So it's not only, once again, the entrepreneurs, they have a role to play, but the whole ecosystem, of course, the investors, because they have an influence, and also all the advisors and the people that work with the entrepreneur, they can definitely work on that. Yeah, I think just investing in more diverse team. If there are more successful companies with diverse teams, then that becomes inspiration for others, and it doesn't become as big of a deal. I think ideally, we shouldn't be sitting here and talking about this. It should be natural, and it shouldn't even be something we're considering. I think that's just, don't think about it, just do it. Thanks a lot. So maybe 2 to 3 questions from the audience, if you want. Okay, so yeah. We started 2021. Yeah, it's quite impressive. Thanks a lot. And we'll, of course, have plenty of time to answer questions in the cocktail right after. Thanks a lot. Thank you. So we are entering into the final stage. 10 minutes from drinks and food. If we switch to the other slide. Yeah, we have done this one. Perfect. So, donc on peut repasser en français. J'ai été lancé, donc tout le monde peut rigoler. C'était pour détendre l'atmosphère. Ça y est, je viens d'atterrir. Donc du coup, vous l'aurez compris, donc les associés, Grant Alexander, c'est deux piliers essentiels pour la réussite du coup d'Exe. Mais évidemment, la réussite collective d'Exe passe par un réseau qui va au-delà de ce que l'on vient de vous présenter. C'est ce que l'on a appelé les Preferred Partners. Donc là, je peux repartir en anglais. Donc, si on va sur le slide d'après, sur les Preferred Partners, on a une équipe de départ, hein, et puis on aura probablement d'autres Preferred Partners incessamment sous peu qui vont se joindre à nous. On a évidemment du coup des personnes, hein, donc sur la partie donc des personnes physiques, on a Jeanne qui est une ancienne CEO d'InsurTech, qui est consultante. Nicolas, spécialisé dans le M&A, Nicolas Haidt. On a Jérôme Sorel, qui s'occupe de la rubrique économique dans la partie mobilité à l'équipe, notamment, mais pas que, hein, je ne vais pas le réduire à ça. On a Rosen, qui travaille avec nous d'ores et déjà, donc Rosen Brusque, sur des déploiements de projets. Pierre-Nicolas Patouillard, également dans la salle ce soir, donc qui travaille sur tous les sujets retail. Et puis Catherine Blanchet qui travaille sur tout ce qui va être réflexion autour des stratégies, notamment d'introduction en bourse, mais pas que, d'accompagnement des entreprises, de communication financière, donc avec une expertise très riche sur ces Preferred Partners. On a des sociétés également, donc on a Euspark avec Aurélie Gauthier, donc, qui est aussi intervenante à Polytechnique, mais pas que, sur l'ESG au niveau business. Le monde change avec une approche très prospective. Comment est-ce qu'on tire des traits par rapport aux tendances sociétales pour échanger avec les dirigeants? Assurance for Good, donc avec Valérie Loisillon également dans la salle, sur l'ESG, la RSE,
l'accompagnement aux stratégies des acteurs des services financiers. Et puis Olivier Najba avec Elton sur comment est-ce qu'on met en place de l'IA opérationnelle, appliquée, mesurable, pas de la théorie. Donc tous ces gens-là font partie de notre écosystème, nous accompagnent, nous ont fait confiance, et donc c'est un écosystème qui est appelé à grossir. Donc tu veux que je te repasse la parole peut-être, Eric, pour appeler sur scène tout le monde Non? Ah bah oui, je perturbe les codes, C'est bien, on improvise, je suis obligé de m'adapter à la jeunesse. C'était pas prévu, mais on le fera après, du coup. Non, je voudrais merci. Donc oui, ce réseau de Preferred Partners, il est important, il est amené à grossir, évidemment, puisque, comme tu le disais, Benjamin, il faut à la fois avoir cette vision d'expertise, d'expérience, de capacité à transmettre. Moi, j'aime bien l'expertise et l'excellence, ou l'expérience et l'excellence, mais il faut aussi avoir cette capacité à être verticale, sur une expertise dédiée ou sur une capacité à faire. L'exemple que j'adore, c'est les discussions qu'on a eues sur l'IA, notamment avec Olivier, en disant, moi, l'IA, je m'en fiche, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques à résoudre. Et je viens avec les moyens et les outils. Alors, avant de conclure et qu'on fasse la photo, effectivement, je voudrais appeler Aziz Seni. Aziz qui m'a fait la gentillesse de rester. Aziz, il va se présenter. Et alors, je vais faire un lien avec Marie Capucine, dont vous l'avez compris, que Marie Capucine, dans ses différentes fonctions, responsabilités, engagements, est la cofondatrice de l'association Palm, donc qui vise à promouvoir la diversité, en tout cas la mixité dans les fonctions financières. Il y a tout ce qu'a dit Marie Capucine sur Palm, on pourrait le redire pour Quartier d'affaires que Aziz va présenter. Et ce qu'on va faire avec Quartier d'affaires, j'espère qu'on pourra le faire plus tard avec Palm, c'est redonner quelque chose. C'est pas pour rien que Marie Capucine est intervenue, que Eda est intervenue ce soir. C'est pas juste pour mettre des femmes sur scène, comme quelqu'un me l'a dit en préparant la réunion il y a quelques jours. C'est vraiment parce qu'on veut le faire, on y croit et on part de très loin. On part de très loin, 6 mecs sur la scène, c'est quand même pas génial. Donc on veut s'engager là-dedans, au même titre que l'on veut s'engager dans le projet mené par Aziz. Les deux ont pour fil rouge le fait de redonner. Nous sommes certains à avoir un certain âge, et c'est très bien. On a une capacité à transmettre, à redonner. Et Aziz, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est Quartier d'affaires, et puis on dira ce qu'on va faire ensemble. Merci Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Aziz Seni, je suis un entrepreneur, investisseur à impact. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Mantes-la-Jolie, d'un quartier qui s'appelle Le Val-Fouré. Ça va être important pour la suite de l'histoire. Je suis auteur d'un livre, une œuvre majeure de la littérature française, qui s'appelle L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier, préfacé par un petit entrepreneur qui s'appelle Claude Bébéard, fondateur d'AXA, avec qui j'ai créé il y a quelques années un fonds à impact qui s'appelait Business Angel des Cités, qui aujourd'hui s'appelle Impact Partner. J'ai un parcours d'entrepreneur avec une vision à impact et j'ai envie de dire envie de faire du give back depuis très longtemps à cette banlieue qui m'a façonné, qui m'a donné beaucoup, qui m'a aussi un peu embêté parfois. Et donc pour nous, le levier économique, c'est un levier important. Ces dernières années, beaucoup de choses. On a regardé les banlieues à travers la sécurité, les actions sociales, l'urbanisme, mais le levier économique a rarement été utilisé comme un levier pour pouvoir régler un certain nombre, alors pas tout régler, mais un certain nombre de problèmes sociaux. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Quartier d'affaires. C'est une asso-entreprise, on est des assopreneurs, c'est un mélange, on a une vision très associative, très impact, et en même temps on est très organisé avec un focus business pour pouvoir générer plein de bonnes choses localement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années sur la création, la sensibilisation, les primo-entrepreneurs. Il n'y avait pas besoin de remettre un acteur dans ce goulot. On s'est plutôt dit qu'on allait accompagner la croissance. 250 000 entreprises installées dans ces territoires qui font plus de 50 000 € de chiffre d'affaires, qui ont plus de 1 salarié. Et comme on nous dit souvent que la banlieue coûte à l'État sans jamais nous dire combien elle rapporte, on a été regarder, c'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés sur ces 250 000 boîtes. Un petit chiffre,
C'est bien d'avoir un compte d'exploitation un peu équilibré de temps en temps. Combien ça coûte, c'est bien, mais de dire aussi combien il rentre, c'est pas mal aussi. 180 000 emplois dans ces territoires. Et là, on s'est dit, économie, première année, tissu de TPE, PME, si on les aide à se développer, il va y avoir de l'emploi, des stages, de l'alternance et une dynamique économique qui peut s'installer, des recettes fiscales pour des mairies qui sont plus pauvres qu'ailleurs, etc., etc. Et donc, on a créé Quartier d'affaires avec une caisse à outils, des programmes d'accompagnement, d'accélération. On est en train de finaliser une centrale pour mettre en relation les directions d'achat poussées par la CSRD, par les normes ESG dont on parlait tout à l'heure, etc., et qui ont besoin de sourcer des fournisseurs dans le cadre de leur achat responsable. On travaille beaucoup avec le Conseil national des achats et leurs 25 000 directions d'achat. Et comme on a encore un petit peu de temps malgré tout, on a décidé d'être des super mégalos et de se dire on va créer un Davos des banlieues. Je ne suis pas Marc Schwab, mais l'idée c'était de se dire on va mobiliser l'élite politique, économique, administrative et les acteurs économiques de la banlieue. On l'a fait en septembre, le 17 et 18 septembre dernier, parrainé par Xavier Niel, et on a réuni plein de beaux mondes pour réfléchir ensemble à ce que nous pourrions faire sur le développement économique de ces territoires, faire du business aussi ensemble, parce que nos griffons, on les appelle les griffons, c'est quand même plus sympa que entreprises installées dans les quartiers prioritaires de la politique, de la ville. Donc on a mis un peu de marketing aussi là-dedans, et redonner un peu de joie et de bonne humeur. Et donc ce forum a mobilisé 900 millions d'euros de financement. Il y avait beaucoup de fonds, Raise Capital, BPI était là, France Active, etc. On a mobilisé 100 millions d'euros d'achats, publics et privés, des gens qui déboîtent, AXA, Accenture, un certain nombre sont venus présenter les business potentiels pour ces griffons. Et le retour, ça a été que nos griffons sont repartis bon an mal an avec des devis et du pipe commercial entre 15 000 et 300 000 euros pour les plus importants. Ça a bien marché. L'année prochaine, on organise un nouveau forum économique des banlieues à Paris, édition 2025, avec des surprises et de nouvelles choses. Et évidemment, on est demandeur de toutes les aides possibles parce qu'on a des plafonds à faire dépasser. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de croissance et évidemment, pas beaucoup de réseaux. Je ne vais pas vous refaire du Bourdieu ici. De l'accès au financement un peu plus difficile qu'ailleurs, pour X raisons. D'ailleurs, on travaille avec la Fédération bancaire française pour essayer de régler un certain nombre de problèmes. Et donc, on a besoin aussi d'aide de gens qui trouvent que ce serait important, intéressant, utile de voir ces territoires se développer économiquement. Et d'abord avec ceux qui ont déjà fait, pas ceux qui disent on va faire, mais ceux qui ont déjà fait à travers ces griffons. Merci Eric. Moi, c'est évidemment Eric, je te connais depuis une quinzaine d'années maintenant, et on s'est rencontrés dans un cadre un peu particulier, et on partage d'abord des valeurs avant de se dire qu'on travaille ensemble. Et merci pour tout ce que tu as fait, parce que c'est quand même une belle brique que tu as amenée depuis le début de cette histoire de quartier d'affaires et du forum. Merci. Merci Aziz. Alors, moi, j'ai participé, j'étais spectateur au Forum économique des banlieues. Ça a été un grand moment. C'est quand même assez long. Septembre, vous vous rappelez, on venait d'avoir le gouvernement. Et il y a eu tous les patrons. C'est quand même dingue hein, que pour ce forum qui avait lieu au Conseil économique et social et environnemental, le CESE, il y avait eu tous les patrons de groupes qui sont passés. Ils avaient combien 2 minutes et demie et 2 minutes et demie, je crois. Enfin, tout était timé. Ils sont tous passés, hein, de Tanguy à Brisevalo, à Barreau. Bref, et en fait, tu as réussi ce truc de les faire intervenir. Je ne dirai pas ce que j'en pense sur les interventions des uns et des autres, mais vous pouviez... C'était assez fascinant de voir 7 chefs de groupe politiques intervenir sur le même sujet. Il y a ceux qui étaient là-haut, ceux qui étaient là, ceux qui étaient tout de suite, ceux qui étaient plus tard. Et c'est un peu le reflet, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, de la vie politique. En tout cas, merci. Et nous, effectivement, ce qu'on va faire avec Quartier d'affaires, nous-mêmes, et il faut savoir que Grand Alexander a aussi accompagné hein, largement
quartier d'affaires, on va simplement donner du temps pour ceux qui le voudront dans l'équipe, et puis l'équipe qui va s'agrandir, et puis les preferred partners avec lesquels on travaille, on va leur proposer tout simplement donner du temps, parce que c'est ça qu'on peut donner. Et ce qui fait le lien avec tout ce qu'on a dit, et ça, Aziz, c'est que je pense que la ligne de conduite, ou la ligne rouge, ou la ligne de force d'Exé, c'est on l'a déjà fait. Voilà, on a l'expérience d'avoir réussi, de s'être planté, d'être passé, d'avoir une vie d'entrepreneur, de dirigeant, et donc une vie d'entrepreneur et de dirigeant, il se passe plein de choses, des bonnes choses et des mauvaises choses. Et c'est ça qu'on pourra partager aussi avec Quartier d'affaires. Donc on signera quelque chose bientôt avec quelqu'un qui n'a pas pu arriver parce qu'une voiture est tombée sur les voies de la SNCF et il n'y a plus de TGV Sud-Est depuis ce matin. Voilà. Merci Aziz. Merci Eric. Pour terminer, je vais demander si l'ensemble des personnes qu'on a citées, les partenaires, si vous voulez venir, on voudrait faire une photo. Et ensuite, je convierai tout le monde à boire un coup et manger avec nous, là-haut, à l'étage. Donc il y avait Catherine, si tu veux venir sur scène. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas pour faire cucu, mais on trouvait ça sympa. Voilà, avec l'équipe des associés aussi, qu'on puisse... c'est une demande forte de la direction marketing de Grant Alexander. J'insiste. Et Eda, you're welcome on stage. I thought you got that, but... Allez. Voilà, donc Emmanuel, tu dois faire la photo, on l'a fait qu'une fois. T'es où, Emmanuel? Ah, d'accord.